On va parler travail avec cette étude de Rexecode publiée ce matin absolument passionnante sur le temps de travail. On aime beaucoup en parler. C'est bien de rappeler un peu quels sont les fondements en France. Cette étude, elle confirme quand même que la France est l'un des 3 pays de l'Union européenne où la durée de travail est la plus faible. Quand même pas une bonne nouvelle. Et le vrai sujet, Patrick Artus, j'ai envie de commencer avec vous, c'est est-ce que c'est le nombre d'heures travaillées par salarié ou le trop faible taux d'emploi? C'est toujours pareil, quand on parle du temps de travail, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de composantes et on peut faire dire beaucoup de choses à ce chiffre. Alors, Rexecode parle essentiellement d'abord du temps de travail global, donc en mélangeant le temps de travail par salarié et la proportion des salariés qui ont un travail. Oui. Et puis, il se concentre sur le temps de travail des salariés à temps plein. Alors ça, c'est pas tout à fait correct, parce qu'on a peu de salariés à temps partiel en France par rapport à l'Allemagne. On en a davantage que par exemple l'Allemagne. Voilà. Et donc, si on prend tous les personnes qui ont un emploi, donc les salariés à temps partiel, les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel et les indépendants, il n'y a aucune anomalie sur la durée annuelle du travail en France. Ah, donc on travaille normalement en France. L'idée que depuis les 35 heures, on travaille pas assez, c'est faux. Les Allemands. Et donc, le problème, c'est uniquement, c'est pas du tout la durée du travail de chacun sur l'année. Curieusement, mais à nouveau, il faut tenir compte des personnes à temps partiel et des non-salariés. Oui. C'est le taux d'emploi. On a un taux d'emploi qui est de 69,4% pour être précis, et on est à 78% en Allemagne, à 80% aux Pays-Bas, etc. Bon, on est à peu près 10 points derrière. On a 10 points de handicap de taux d'emploi, enfin 8 points de handicap de taux d'emploi vis-à-vis d'Allemagne. Si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on aurait 13% d'emplois en plus. 13% d'emplois en plus. On saurait pas, donc on remet. Et on aurait beaucoup moins de problèmes de finances publiques. Et puis on aurait un budget équilibré. Et donc le vrai problème, c'est toujours le taux d'emploi des jeunes. Et donc les défaillances du système éducatif, les jeunes qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme, et le taux d'emploi des plus de 60 ans, où l'âge moyen de la retraite en France, c'est 62 ans, et c'est entre 64 et 65 ans effectifs dans les autres pays. Donc on tombe toujours sur les deux problèmes, des règles du système de retraite et des défaillances du système éducatif. Et c'est ça qu'il faut corriger. Remettre au travail ceux qui ne travaillent pas plutôt qu'augmenter. Je voudrais ajouter quelque chose. Christian, puis Léonidas. Alors, cette étude, finalement, rien de nouveau sous le soleil. Je pense qu'elle doit sortir régulièrement ou par tous les ans, etc. Voilà, moins que ça. Il y a un point aussi alors je ne sais plus quelle étude avait fait ça. C'était entre les catégories socio-professionnelles, parce que là, on prend le temps de travail tout mélangé, voilà. Mais ça serait. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais si on fait déjà privé-public, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a une distorsion du temps de travail qui est assez phénoménale. On parlait des agriculteurs tout à l'heure. Entre le temps de travail des agriculteurs et puis on va dire les choses un peu de manière abrupte, j'en conviens, mais le temps de travail dans les collectivités territoriales, il y a un écart phénoménal. C'est là où parfois on n'est pas complètement aux 35 heures. Ah non, pas vraiment, on est aux 32 heures, etc. C'est tous les non-salariés, c'est tous les indépendants en fait qui ont une durée du travail très très longue. Voilà, mais ça c'est quand même le coup de... Enfin, je pense que ça doit être souligné, si vous voulez, il y a une distorsion du temps de travail, parce qu'on dit toujours, la conclusion pourrait être de dire, les Français travaillent autant, non, je suis désolé, il y a quand même une distorsion très forte selon les catégories socio-professionnelles. Bon. Avec des salaires un peu moindres aussi. Oui, mais il faut... Et des avantages sociaux qui existent également. Enfin, si vous voulez, vous prenez les gens de la SNCF, excusez-moi, ils partent en retraite plus tôt, ils ont un nombre de jours de congés très fort aussi. Enfin, faut équilibrer les choses. Donc, il y a quand même une France qui travaille beaucoup plus et une France qui travaille beaucoup moins. C'est très incorrect de dire ça. Je pense que je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux, mais c'est la réalité des choses. Voilà, faut dire les choses. Oui, mais si on enlève les non-salariés, si on prend que les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, on a un temps de travail pour ces deux catégories supérieur à l'Allemagne. Le temps de travail sur l'année. Oui, mais les Français travaillent davantage. Non, mais c'est des idées reçues qu'on a là. L'Allemagne a beaucoup davantage de temps partiel, on est d'accord. Oui. Ça fausse le raisonnement aussi de manière générale. Mais enfin, si on... Oui, mais non, mais sur le temps de travail hebdomadaire, si on prend un exemple type d'un salarié à temps plein sur un temps de travail hebdomadaire, je crois qu'on est à 38h30 en France. 38h, quelque chose comme ça. Quand en Allemagne, on est sensiblement... c'est à peu près pareil. À peu près la même chose. Voilà. Après, est-ce que dans le privé, que je connais, le secteur que je connais vraiment beaucoup plus, est-ce que les gens travaillent de manière significative ? Oui, donc après, l'analyse, c'est celle que vous avez donnée, évidemment, entre les jeunes qui démarrent plus tard et surtout le départ en retraite. Enfin, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit à l'instant. Voilà. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut. Au final, on travaille moins que les autres pays, donc on est moins productif, on crée moins de valeur, etc. C'est d'autant plus choquant que l'on a à peu près 500 000 emplois qui sont vacants. Et c'est quand même
un élément qui est très choquant, parce que nous pourrions assez facilement rattraper le retard que nous avons en taux d'emploi. Mais on en vient à un problème qui est un problème structurel dans notre pays et qui a des effets délétères sur tous les postes économiques. C'est le fait que le travail ne paye pas assez. Et comme il ne paye pas assez, l'attractivité pour aller au travail, travailler davantage. La question, par exemple, dans les services à la personne où il y a beaucoup de travail partiel, l'une des raisons pour lesquelles les salariés ne veulent pas travailler au-delà d'à peu près une quinzaine d'heures par semaine, c'est parce que au-delà de ce seuil, eh bien, ils perdent tous les avantages sociaux. Oui. Et donc, on a ce problème qu'il faut véritablement traiter. D'ailleurs, c'est exaspérant parce que nous sommes assez facilement témoins ici du nombre de sujets dont nous parlons mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, parfaitement documentés, totalement connus et qui ne sont pas traités. Et la question des seuils de déclenchement, d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'on veut unifier les aides sociales et avoir une seule aide? Chantier en cours, elle arrive, l'allocation sociale unique. Eh bien, on va y arriver après combien de temps où elle est débattue. Mais il est pressé, Léonidas, ça va trop lentement en Europe et en France. Vous avez vu les urgences que nous avons à traiter? Oui, effectivement, ça permettra de s'assurer que quiconque est au travail gagne plus, au moins 20 à 30% de plus que s'il était aux aides sociales. Eh bien ça va permettre de remettre dans l'emploi des gens qui sont aujourd'hui à préférer un accompagnement social plutôt que d'aller occuper les 500 000 emplois qui sont vacants, qui sont un défi à l'entendement collectif lorsque nous sommes effectivement en train de lutter contre les déficits. Patrick, on a souvent entendu... Christian, un mot. Oui, là on parle du temps de travail, on ne parle pas du coût de travail aussi. Oui, et puis de la productivité du travail. On a longtemps entendu en France que la productivité compensait un temps de travail un peu moindre qu'ailleurs. Vous nous dites ce matin que c'est pas vrai. D'abord, on ne travaille pas moins qu'ailleurs niveau temps de travail. Est-ce que la productivité française est toujours aussi performante par rapport à nos voisins européens? Non. Alors le niveau de productivité en France est assez élevé, et ça c'est un biais qu'on comprend parce que on a peu de non qualifiés dans l'emploi. On a un chômage des non qualifiés qui est extrêmement élevé. Et donc, plus vous avez de non qualifiés au chômage, plus votre productivité est élevée. Simplement, la productivité en France, elle baisse depuis 2019. On est 2,5 points de productivité en dessous de 2019. Et ça, c'est le deuxième problème. Le premier problème, c'est le taux d'emploi. Oui. Et le second problème, c'est le déclin de la productivité. Si on avait gardé 1% de gain de productivité, ce qu'on avait jusqu'en 2019, c'est pas énorme. Aux États-Unis, c'est 2, en Chine, c'est 4. Enfin, 1% de gain de productivité. Depuis 2019, on serait 8 points au-dessus sur le niveau du PIB. Ah oui. Et donc les deux problèmes majeurs de la France, c'est pas le taux d'emploi hebdomadaire, c'est c'est pas la durée du travail hebdomadaire, c'est le taux d'emploi des jeunes et des plus de 60 ans, et c'est le déclin de la productivité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On apporte des solutions pour clôturer ce débat-là. Vous vous tournez, comme toujours, quand vous avez des problèmes, vous ne tournez pas vers les administrations, vous tournez vers les entrepreneurs pour faire grimper la productivité. Vous avez des entreprises qui accompagnent en termes de formation tout au long de la vie et qui sont véritablement des gisements d'enrichissement collectif. Oui. Et vous les avez par dizaines, que ce soit des services numériques, le nombre de secteurs qui se sont organisés pour structurer leur propre formation. J'ai l'immobilier en tête avec des véritables programmes tout au long de la vie de mise à niveau. Eh bien, tous les secteurs devraient aller regarder des exemples qui sont extrêmement performants, et il faut absolument renoncer à se dire que l'on va avoir de jeunes diplômés qui sortent des universités ou des grandes écoles ou de n'importe quelle formation initiale et qu'ils seront employables tout de suite. Ils ne le sont pas. Donc, nous devons faire le boulot, et il y a des outils parfaitement efficaces pour le faire. Si on se prend en main, probablement tout le secteur économique et entrepreneurial est capable de résoudre ce problème très rapidement. Christian Poyot, même question. Quelle solution? Bis repetita, moi j'ai la chance d'intervenir aux experts depuis pas mal de temps, c'est, j'ose dire, la réforme des retraites, tout ce qui bloque les règles du travail, le coût du travail avec les impôts de production. Voilà, faites déjà ces 3 réformes. Moi je rappelle toujours dans mon secteur, qui est le secteur de la tech, pour le même coût pour une entreprise, en Allemagne vous utilisez 5 ingénieurs, en France vous utilisez 4 ingénieurs.
Voilà, c'est du factuel. Alors je ne vais pas dire qu'on s'use à le répéter parce qu'on s'usera jamais. La répétition est le premier pilier de la pédagogie. Voilà, exactement. Donc il faut y aller. Donc je répète, la réforme des retraites, le coût du travail, et puis effectivement toutes les mesures qui ont été annoncées par l'UNIDAS, il y en a plein d'autres qui visent à inciter les gens à travailler. Voilà, mais c'est des choses de bon sens que font tous les autres pays européens. On continue à marcher sur la tête, et il y a une partie, peu importe les noms évidemment, la classe politique qui ment aux gens, qui déforme la réalité et qui effectivement fait que notre pays est en retard sur tous ces leviers majeurs, alors qu'on aurait tellement de choses à faire. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, Patrick, c'est la qualité du travail. Oui, et alors c'est lié à quelque chose que je voulais mentionner. La France est un des pays où la protection de l'emploi est la plus forte et la protection des personnes est la plus faible. Donc on a un système de formation professionnelle, on forme très mal les chômeurs, très tardivement, etc. Et le contre-exemple, c'est des pays comme la Suisse, le Danemark, etc. Enfin, même le modèle danois. Alors il y a des travaux faits par un garçon qui s'appelle Olivier Coste qui montrent que la protection de l'emploi dans le secteur de la tech, dans le secteur de la recherche-développement, devrait normalement impliquer qu'on n'a pas de tech en France. C'est beaucoup trop cher. Enfin, la tech, tous les projets réussissent pas, quoi. Donc, on doit embaucher, puis réduire l'emploi. Et c'est un coût absolument monstrueux d'un plan d'ajustement de l'emploi avec la protection de l'emploi en France, alors que ça n'a aucun coût en Suisse, par exemple, au Danemark. Pour être très concret, protéger les personnes plutôt que l'emploi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas s'opposer à une entreprise qui veut réduire son emploi, et assouplir les règles de licenciement. Qu'une personne qui perd son emploi est prise, par exemple au Danemark, dans un système de requalification professionnelle qui fait que le marché du travail tourne tout le temps. Regardez les entreprises danoises ou suisses, elles vont très bien. Il y a des grandes entreprises multinationales, Novo Nordisk, etc. Et parce que on dépense l'argent public à former et on ne dépense pas l'argent public à indemniser, quoi. Je veux dire. Oui. Mais peut-être un dernier mot, parce que je reste persuadé que ce qui fonctionne bien dans notre pays, c'est quand les filières industrielles se prennent en main et qu'elles font le job, en l'occurrence pour ce qui est de la formation. Et vous avez raison de le dire, il y a des secteurs d'ailleurs qui s'organisent très très bien pour prendre et recycler ceux qui se trouvent à un moment donné sur le carreau. Oui. Donc, vraiment, il faut le propager. Mais il y a quand même un sujet, je voyais tous les pays qui ont réussi à se sortir de l'impasse économique, et c'est le cas d'ailleurs de la Grèce, ils ont systématiquement fait un effort qui a permis véritablement un basculement dans les dérèglements, c'est d'augmenter leur TVA. Et pourquoi c'est important d'augmenter les TVA et pourquoi c'est en lien avec notre sujet ? Parce que augmenter la TVA, ça permet de baisser les charges sur le travail. Baisser les charges sur le travail, ça permet de remettre les gens dans l'emploi. Vous parlez d'une TVA sociale. Oui, c'est peut-être une TVA sociale, mais en tous les cas, le fait d'avoir aujourd'hui l'une des TVA les plus faibles d'Europe, et alors que nous sommes dans les difficultés dans lesquelles nous sommes, par contraste, ça permet de voir à quel point l'augmentation de la TVA a systématiquement été imposée par l'extérieur et a permis de rééquilibrer des comptes et de remettre tout le monde dans le travail. Et cette réforme-là... On va vous dire que c'est une mesure injuste, Léonidas. Je veux vraiment y insister. Ce sont les plus modestes qui la payent. Non, ce sont ceux qui dépensent le plus qui en payent le plus et ceux qui dépensent le moins qui en payent le moins. Et je trouve que c'est absolument spectaculaire que devant les débats budgétaires que nous avons eus, pas une seule fois, le sujet de la hausse de la TVA n'a été évoqué, alors que c'est probablement la réforme la plus importante pour essayer de remettre un peu d'ordre dans l'ensemble des sujets que nous avons abordés ce matin. Un mot rapidement, je voudrais qu'on parle de l'Allemagne après. Si on fait ça, parce que dans les trois sujets que j'ai cités, il y en a un que j'ai oublié qui est le poids de l'État, quoi, si j'ose dire. Bien sûr. Et je ne sais pas si c'est le sujet numéro 1, mais en tout cas, ça donnerait une dynamique. Donc, la TVA sociale, moi, j'ai toujours été favorable. Si on reste sur cette terminologie-là, après, il y a d'autres points, et elle devrait augmenter uniquement sur les produits à forte valeur ajoutée. Bien entendu. Pas sur certainement pas sur les premières nécessités. Maintenant, si on le fait sans faire des réformes de fond telles que celles les 4 que j'ai pu évoquer, encore une fois, la diminution du poids de l'État, ça me semblerait quand même pas complètement productif, quoi. Je veux dire, je suis totalement d'accord. Voilà, parce que dès qu'on donne plus de moyens à un État qui ne se réforme pas, il dépense toujours davantage. Alors ça a été un peu abordé, si j'ai bien lu le détail, parce que tout ça est très compliqué sur le budget, mais la CMP, dans ce qu'ils ont sorti, enfin en tout cas les premières études, veille à dire qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Donc bon, alors on en est dans des proportions extrêmement limitées. Ça c'est le Sénat, effectivement.
Effectivement. C'est le Sénat qui suppose le non-remplacement qui a dit ça. Voilà. Donc il y a quand même, c'est un sujet qui revient sur la table quand même. Hein. Il avait été abordé dans des périodes. C'est un grand classique, on l'a chaque année. Oui, chaque année. Mais enfin bon, là on voit que ça. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Voilà, le poids de l'État quand même n'est pas un sujet, c'est un sujet majeur. C'est pas une méthode convenable. La méthode convenable, c'est les Suédois, par exemple. Hein. C'est changer complètement la structure de l'État. Oui, le système des agences, il n'y a plus de fonctionnaires. Le millefeuille administratif. La tronçonneuse, quoi. On sort la tronçonneuse à la Mireille. Une fonction de l'État. Ouais. Si vous remplacez un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, d'abord, ça ne sera pas mis en place. Et puis, ça résoudra pas le problème. Donc, il faudrait être capable de faire une réforme à la suédoise. Peut-être que faut un peu de consensus démocratique pour ça, Patrick. Le contexte politique qui est le nôtre. Si déjà, ça passait déjà. De la toujours la même histoire. Des compétences au sein de l'appareil d'État avant d'embaucher de nouveaux fonctionnaires, ça serait peut-être déjà un premier pas. C'est peut-être pas la panacée, mais peut-être les petits pas sont mieux que le grand soir.